fait, donc j'ai dit on continue. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, je vous en prie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, nous avons, c'est-à-dire je l'ai annoncé officiellement, j'ai mis en place 4 structures. Une première structure qui concerne un genre de commissariat. Un haut commissariat, c'est-à-dire des gens qui reçoivent des plaintes. Des gens qui sont prêts à classer ces plaintes. Si on enlève un enfant, s'il y a quoi que ce soit qui peut se passer dans un quartier, que nos populations puissent aller se plaindre quelque part et que nous, on puisse commencer à faire une investigation, à essayer de faire un travail pour essayer de comprendre la situation. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a fait. Le deuxième travail, on a fait, donc, vous l'avez remarqué, on a mis en place une structure d'autodéfense et de soins de première urgence, simultanément. Et il se trouve que là, aujourd'hui, non seulement on s'occupe donc de l'autodéfense, mais aussi on s'occupe d'essayer de donner de la nourriture à nos populations, parce qu'on ne reçoit aucune aide. On ne reçoit aucune aide. Troisièmement, on a mis en place, il l'a dit, une structure de protection de sécurité des quartiers. Il l'a dit, il y a des franges de population qui veulent rentrer dans nos quartiers et qui veulent prendre le contrôle de nos quartiers. Et nous, on ne veut pas, parce que il se trouve que les quartiers arméniens regroupent les écoles, les églises, les centres culturels, les dispensaires, des choses comme ça. Donc on ne peut pas laisser rentrer dans nos quartiers des gens comme ça. Et la quatrième structure qu'on a mis en place, c'est ce que j'appelle une coordination diplomatique, où même avec les États, dans le cadre de l'ONU, mais même aussi avec les groupes armés sur place, qu'on essaye donc d'avoir des liens fraternels pour essayer de réduire le plus possible le danger que peuvent vivre nos populations. Donc voilà 4 structures qu'on a mis en place en Syrie. Personne n'en parle, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça puisse fonctionner sur le terrain. Donc je ne suis pas ici pour faire de la propagande, je suis ici simplement pour vous informer d'une situation. Il y a beaucoup de travail à faire, on n'est pas aidé, sauf quelques donneurs privés, qui ont bien voulu participer. Et bien entendu, on souffre énormément de cette solitude, de cet isolement qu'on est en train de vivre. C'est des milliers d'Arméniens qui vivent cet isolement. Attention, hein, c'est pas quelques-uns. Hein. Là, c'est en isolant Arménag, aujourd'hui, on isole des milliers d'Arméniens. C'est pas quelques individus. Hein. L'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, 10 personnes, 20 personnes. Non, hein, c'est pas ça, là. Si on fait pas ça, si on fait pas ce que l'on fait là, on pourra pas nourrir nos populations. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de farine. On a réussi à avoir du diesel pour faire tourner les fours. On va réussir à avoir de la farine parce qu'on sait où on peut l'avoir. Mais il faut entreprendre un certain travail pour y arriver. Voilà, donc si vous avez des questions, je veux bien approfondir. Oui. C'est alors, en fait, tu t'aperçois que tout le monde vit les mêmes problèmes. En fait, il n'y a pas d'un côté les Arméniens qui sont malheureux, les Arabes qui sont malheureux, les chrétiens, les Assyro-Chaldéens qui sont malheureux, les Kurdes. En fait, tu t'aperçois que toutes les populations vivent un grand malheur. Et les Arabes y compris vivent un grand malheur. Et donc, chacun cherche maintenant à se débrouiller un petit peu pour essayer de protéger sa famille. Et donc, il y a des convoitises automatiquement. C'est-à-dire que si chez les Arméniens, on peut trouver ce qu'on n'a pas ailleurs, on va aller chez les Arméniens.
Et là, bon, effectivement, il y a des problèmes intercommunautaires. Je vous l'ai dit, on rentre dans une guerre civile intercommunautaire. Au début, c'était la révolution, soi-disant, entre guillemets, une révolution contre l'État, contre les régimes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Et c'est une guerre qui va durer. C'est une guerre qui va continuer parce que les avions qui viennent d'Arménie, il y en a un qui va se faire descendre, il n'y en a plus un, il n'y en a plus d'autres qui vont venir d'Arménie. Parce qu'il ne faut pas rêver. Si vous croyez que il n'y a que les Arméniens qui vont partir et que les autres populations vont les regarder partir, que ce soit les Arabes, les Kurdes ou quoi que ce soit, c'est pas comme ça que ça se passe. Qui va protéger l'aéroport? C'est-à-dire qu'il y aurait donc des structures qui vont mettre en place, qui vont dépenser des fortunes pour protéger le vol ou l'envoi ou le départ de 150 personnes par avion. Mais où on a vu ça? On est en train de mentir. On ment aux Arméniens sur place. Moi, des États-Unis, on m'avait promis, Arméniens vont faire quelque chose avant le Téléthon aux États-Unis. Des gens de là-bas, des responsables des fonds là-bas. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est une honte. Vous le saurez de toute façon. Et on m'avait dit, et j'avais donné le téléphone, et on m'a dit, on va bouger. Oui, qu'est-ce qu'ils ont bougé? Personne n'a bougé. Personne ne bouge. Le gouvernement syrien, il fait la guerre. Et il est complètement... actuellement, il ne peut pas s'occuper de tout le territoire. Donc il a donné le nord, pratiquement il a donné le nord aux Kurdes. Il a donné l'ouest aux Alaouites, le sud aux Druzes. Il a partagé, il a sectionné le territoire pour se concentrer sur les grandes villes, sur Damas, la capitale, et sur des postes frontières clés. Oui. Si ça vient à s'intensifier, l'Iran, qui a le rôle de l'Iran? Pour le moment, alors, on va en parler. Alors, on va parler du rôle des autres États. La position de la France. Je vous signale qu'aujourd'hui, à la conférence de Marrakech, les États présents ont reconnu ce que la France a reconnu, c'est-à-dire soutient ce qu'elle appelle le mouvement révolutionnaire depuis le début, et le premier pays à reconnaître formellement le mardi 13 novembre la coalition de l'opposition syrienne, formée le dimanche 11 novembre lors d'une réunion à Doha, comme seul représentant légitime du peuple syrien, et a évoqué ouvertement la possibilité de lui livrer de l'armement. Donc vous imaginez, on va droit sur... Parce que là, ils ne tiennent pas compte des peuples. Hein. Il y a une coalition de l'opposition, il y a un régime gouvernemental, mais les autres, ils ne tiennent pas compte de cette troisième force qui fait plus de 50% de la population, c'est-à-dire qui sont majoritaires. Hein. Il n'y a pas que les sunnites, hein, je veux dire, en Syrie. La position de la Turquie qui soutient aussi ce qu'elle appelle le mouvement révolutionnaire depuis le début, est le second pays à reconnaître formellement, donc, comme seul représentant légitime du peuple syrien, la coalition de l'opposition. Le président Abdullah Gül a même, dans un interview le 5 décembre, la semaine dernière, envisagerait d'organiser une aide humanitaire en direction des Arméniens d'Alep. C'est officiel ce que je dis, hein. C'est officiel, hein. D'ailleurs, entre nous, c'est le seul président qui parle des Arméniens d'Alep. Même le président de l'Arménie orientale n'en parle pas. Hein. Enfin, ça, c'est... On sait pourquoi, ça. Et leur signale la possibilité de rejoindre la Turquie s'ils le souhaitent. Enfin, ça, c'est politique. Hein. Ça, c'est une réponse à un courrier que j'avais fait à Abdullah Gül. La position de l'Angleterre. Après Paris, Ankara et les monarchies du Golfe, Londres a reconnu, donc le mardi 20 novembre, la nouvelle coalition. La position de l'Europe, dans une déclaration le 10 décembre, les 27 ministres européens des Affaires étrangères disent accepter la coalition. Accepter comme représentant légitime du peuple syrien. Alors que la France avait reconnu comme le seul représentant. C'est-à-dire il y a représentant légitime, et il y a le mot le seul représentant.
Et là, on n'est pas au niveau européen, on n'est pas dans le sol, on est dans représentant seulement. Les États-Unis donc ont reconnu le 11 décembre la coalition. Le Liban, la guerre en Syrie déborde sur le Liban, c'est ce qui est démontré par les affrontements quotidiens entre sunnites et alaouites à Tripoli. La position du Hezbollah est ferme quant à la défense du régime syrien et de son président Bachar el-Assad, donc Hezbollah, Iran. La Russie demande une réflexion internationale sur la défense des droits et intérêts des peuples ethniques, ça nous concerne directement, et des communautés religieuses avant tout projet de changement de régime. C'est une autre approche. La position de l'Iran, l'initiative iranienne comprend 6 points principaux, dont la cessation complète des violences et des livraisons d'armes dans le pays, le rejet de toute ingérence extérieure, le début d'un dialogue national d'envergure, ainsi que de la tenue d'élections législatives et présidentielles en temps utile. Ces déclarations interviennent à l'approche donc de cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui. Les populations autochtones de Syrie n'étaient pas représentées à cette réunion amie de la Syrie. Selon la Russie, suite à la reconnaissance des États-Unis, les États-Unis misent sur une victoire par les armes, a par ailleurs déclaré mercredi le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. J'ai été quelque peu surpris d'apprendre que les États-Unis ont reconnu par la voix de leur président la coalition nationale comme le seul représentant légitime du peuple syrien. En conséquence, il faut croire que les États-Unis ont décidé de tout miser sur une victoire par les armes de cette coalition. Cela va à l'encontre des accords définis dans le communiqué de Genève, le 30 juin, qui préconise un début de dialogue intersyrien entre les représentants d'un côté du gouvernement et de l'autre côté de l'opposition. Le ministre russe fait référence à l'accord sur les principes de transition en Syrie. Donc, ça, c'est sur le plan international. Vous voyez qu'on va vers un conflit beaucoup plus, qui peut sortir du contexte syrien. C'est pas une question, c'est une observation, parce que finalement, depuis 2 ans, des troubles au nord de l'Afrique, l'Égypte, partout. Ce qui me surprend, la Libye, l'intervention des États-Unis, la France en Libye. Kadhafi, il était ce qu'il était, comme Saddam Hussein, on ne va pas en faire un saint, mais c'était le représentant légitime d'un gouvernement légitime. Il y a une révolution. Maintenant c'est la même chose en Syrie. Bachar el-Assad, c'est le représentant légitime, le chef de l'État de la Syrie. Pourquoi, en dépit de tout le droit international traditionnel, on reconnaît des révolutionnaires qui n'ont aucun appui démocrate, entre guillemets, puisqu'on est censé tenir ses légitimités des élections du peuple dans un pays démocrate. Donc ça me fascinerait, parce que donc, en fait, quel est l'intérêt supérieur qui fait qu'on court-circuite tout ça pour soutenir des révolutionnaires? Donc, pour les États, a priori, il y a 2 problématiques. La question du président en soi, de M. Bachar el-Assad, et la question donc des enjeux énergétiques qui font que... alors, le fait qu'on vit dans la croissance, dans une volonté de croissance, et dans une volonté de consommer et toujours de consommer, il y a des États qu'on va organiser dans l'effondrement pour pouvoir convoiter ces biens. Et ça va continuer. Le régime libyen avait sur les comptes de Kadhafi, il y avait sûrement une fortune. Qui en parle aujourd'hui de cette fortune? Cette fortune, elle est passée où? On n'en parle même pas. Je veux dire, parce que il y a de la convoitise. On vit dans la convoitise. Alors, l'Europe convoite des États au Moyen-Orient et sont prêts à déchirer des États pour convoiter des ressources génétiques. Parce que l'Europe a faim, elle a soif de ressources génétiques. Voilà.
c'est notre propre mode de vie qui convoite la convoitise qui met en place une convoitise des autres. Alors, le conflit, je vais conclure en disant que le conflit en Syrie, il n'est pas fini, il est entre les mains du peuple syrien. Le peuple syrien est constitué de diverses populations qui ont chacune des histoires très profondes, qui sont très enracinées. Ne croyez pas, les Arméniens, quelle que soit la famille arménienne qui partirait, soi-disant vivre en Arménie orientale, ne croyez pas qu'elle y parte de bon cœur. S'ils pouvaient rester en Syrie, on peut comprendre les départs, mais d'un autre côté, ne croyez pas non plus que les départs ne peuvent pas se faire au détriment de ceux qui restent. Et ça, je tiens à vous le dire. Il y a une injustice ici. C'est-à-dire ceux qui partent et ceux qui ne peuvent pas partir. Donc dans ces conditions, ceux qui partent, ils devront aider ceux qui restent. Et croyez-moi, je m'y emploierai. Je vous l'ai dit, je n'accepte pas l'injustice. Je vous ai dit que je n'accepte pas non plus qu'on utilise l'aide en direction des Arméniens en Syrie à d'autres fins que les Arméniens en Syrie. Je vous le dis calmement. Je vous dis qu'il y a une fracture qui est en train de se mettre en place entre les Arméniens d'Arménie occidentale et les autres. Donc, cette fracture, même si c'est pas en isolant les Arméniens d'Arménie occidentale comme c'est fait par certaines mouvances communautaires, que cet acte raciste vis-à-vis de nous ne se réglera pas de cette façon. Je vous le dis. Et toutes les instances communautaires sont aussi implantées sur le terrain. Et donc, tout le monde risque gros dans cette affaire. C'est pas en se voilant la face. Vous savez, l'UGAB, en finançant des avions, c'est pas en faisant ce type de démarche qu'elle sortira glorifiée et qu'elle... vous savez, c'est pas en déplaçant les Arméniens de cette façon qu'on résout le problème existentiel des Arméniens. Hein. Voilà, les déplacer comme on a fait, comme les Turcs ont fait en 1915. Exact, mais c'est tout à fait. Ou là en avion, c'est la même chose. On leur promet quoi aux Arméniens? Je vais vous dire. On leur promet un domicile et 200 € aux familles par mois, 200 $, pardon. Mais d'abord, on ne leur dit pas combien de temps. Et en plus de cela, on ment, puisque de toute façon, l'Arménie ne peut pas prendre en charge. Et c'est pas avec les quelques millions de dollars qu'ils ont essayé de récupérer, qui de toute façon ne vont pas aller à 100% vis-à-vis de l'aide apportée aux Arméniens de Syrie, qu'il y aura une prise en charge de la part de l'État d'Arménie orientale. Tant qu'on ne réglera pas ce problème de territoire en Arménie occidentale, c'est-à-dire tous les Arméniens qui vivent dans le Moyen-Orient et tous les conflits qu'il y a au fil des années à mesure, tout ce côté ça se vide, quoi. Ils partent avec l'idée en France, de la France en Amérique ou au Canada ou en Australie, et on perd de plus en plus notre identité. Oui, mais d'un autre côté, si l'Arménien, on fait tout pour qu'il ne résiste pas, c'est-à-dire si on met en place des mécanismes pour lui empêcher de résister, hein, c'est-à-dire que si on lui fait croire des choses, on lui dit va en Arménie, tout ira pour le mieux. Alors bien entendu qu'un père de famille, il va réfléchir et dire
mes enfants, au moins mes enfants, je vais les envoyer là-bas. Au moins mes enfants. Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'en Arménie, ça va bien se passer? Vous croyez que l'Arménie est complètement protégée de tout risque? Mais on se trompe. Mais on voit bien les milliers de djihadistes qui sont capables de rentrer en Syrie. Pourquoi ces milliers de djihadistes ne sont pas rentrés en Palestine pour protéger les Palestiniens? C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que tout est bien réfléchi, organisé, politisé. Et vous croyez que l'Arménie orientale est à l'abri d'une telle menace? Loin de là. Et de toute façon, les Arméniens de Syrie qui iraient en Arménie n'y resteront pas. Parce qu'il y a un problème aussi de mode de vie. Parce que je sais très bien de quoi je parle. Il y a un problème de mode de vie. C'est tout. Quelle est la solution pour les Arméniens qui sont pas... La solution, c'est ce qu'on a fait au Khalava. La solution, c'est qu'on soit solidaires tous ensemble. Et que cette solidarité qui a existé pour l'Artsakh, elle existe aussi pour tous les Arméniens dans le monde entier. Sauf que cette solidarité, elle n'existe plus aujourd'hui. Le Ralabart, c'est pas pareil. Le Ralabart, ça sera un territoire. Et alors, c'est un territoire aussi. C'est un territoire. La ville de Gameshlu a été faite par les Arméniens. Il y a des tas de villes en Syrie qui ont été faites par les Arméniens. Mais quand on parle de Syrie, on parle de quoi exactement? Je vais vous montrer, moi. Parce que... Et après, ça change quoi? Ça change quoi? Le nord de la Syrie, c'est un territoire arménien. J'ai ici les preuves. On retrouve tous les symboles arméniens. On retrouve les races de Mitanni qui sont des... Non, attendez. La France, elle a des îles. La Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe. La Guadeloupe est rattachée à la France par quoi? Sur le plan territorial. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que l'Arménie, elle a subi un découpage. Des États ont pris des parcelles de l'Arménie. Mais moi, je peux vous montrer des villes, des anciennes villes, parce que j'y vais pas uniquement, j'y vais aussi pour... Regardez, vous voyez cette ville par satellite, là? C'est une ancienne ville arménienne. On retrouve des vestiges incroyables, là-bas. On retrouve tous les symboles des anciens Arméniens. On retrouve des tas et des tas de poteries, des écritures. Regardez ce qu'ils en font des poteries, regardez ce qu'ils en font. Je vais vous montrer. Et ça date, je n'ai pas les photos. Les poteries, ils en font des piscines ou ils en font des choses comme ça. Je veux dire, il y a une richesse, il y a un patrimoine arménien très, 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 très important en Syrie du Nord. Alors, vous êtes étonné que l'Arménie soit aussi importante. Je vous dis, l'Arménie orientale, c'est pas seulement l'Arménie orientale, c'est pas seulement l'Arménie. L'Arménie, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Donc, il n'y a pas de mal à ce que nos peuples, qui sont autochtones, c'est-à-dire qui sont des populations enracinées, qui viennent de ces pays-là, de ces territoires-là, c'est tout à fait normal qu'ils défendent leurs droits. Et que oui. Au 1er siècle de notre ère, l'Arménie comprenait le Liban, une partie de la Syrie du Nord, c'est l'Arménie. Alors, c'est pas parce qu'on a décidé au traité de Sèvres, voilà, ou avant ou après qu'on a fait la Syrie, que c'est pas l'Arménie, c'est un territoire arménien depuis des millénaires. Ça, alors là on parle on va parler d'État.
Moi, je ne parle même pas d'État encore. Hein, là. Je parle de culture. On parle de Diklan, l'empire de Diklan. C'est une chose, mais là, je parle de la culture, c'est-à-dire une culture locale faite par les Arméniens. L'Arménie, vous ne savez pas ce que c'est. Il faut redécouvrir l'Arménie. Et je la redécouvre, vous savez, moi, tous les jours, en rencontrant les Arméniens. Mais pas seulement les Arméniens. Je redécouvre l'Arménie en rencontrant les autres populations. En rencontrant les Kurdes. En rencontrant les Assyro-Chaldéens. Ils m'apprennent sur l'Arménie des choses que je ne savais pas. Et j'ai des tas de, comme ça, de témoignages à vous présenter. Alors, au niveau donc des petits reportages que je peux vous montrer, on va dire pour un petit peu détendre l'atmosphère. Donc effectivement, il y a comme ça, donc j'ai plusieurs petits reportages. Voilà. Que dit cette dame? Alors, on est dans une réunion où il y a des centaines et des centaines de Kurdes. Les Kurdes sont très très nombreux. Que dit cette dame? Elle dit que l'avenir de la Syrie, c'est l'union de toutes les populations de la Syrie. Et elle emploie le mot Arménie. Elle parle des Arméniens, elle parle des Kurdes, elle parle des Assyro-Chaldéens, elle parle des chrétiens. Je veux dire, ça témoigne du fait qu'il y a une sensibilité à nous réunir tous ensemble. C'est un atout pour tous les peuples, hein, ça, attention. Et là, tout à l'heure, je l'ai montré, c'est pour vous montrer un autre film sur les forces militaires en présence. Un autre petit film pour montrer les forces en présence. C'est très jeune, hein. Les populations sont jeunes. C'est-à-dire qu'on a affaire quand même à des jeunes garçons, des jeunes filles, qui aujourd'hui sont prêts à donner leur vie pour protéger leur territoire. C'est toujours les peuples autochtones qui sont toujours en danger en fait. Exactement. Donc, les Kurdes, les Arméniens, oui, mais tout à fait. Et ça, c'est ça, il faut. Et vous vous rendez compte que c'est à Marrakech, aujourd'hui, la réunion de Marrakech, on n'était pas présent. Alors que sur le terrain, on est là. Je veux dire qu'il y a quand même un problème d'ordre politique. C'est-à-dire que nos populations ne sont pas reconnues. Mais ces gens-là, on ne peut pas les... Ces gens-là, on ne peut pas les enlever maintenant. Ils ont essayé, hein. Ils ont envoyé 1000 djihadistes, je l'ai dit. Ce sont des jeunes comme ça qui sont partis devant eux. On ne peut plus les enlever. Moi j'ai une petite expérience. Oui, mais
Et les autres, ils ne vont pas souffrir. Tout le monde va souffrir. Ceux qui sont en face aussi. Hein. Parce que ceux qui sont en face ne sont pas plus vieux qu'eux. Et en plus, ils viennent d'où? Ils viennent du Qatar, ils viennent d'Arabie, ce sont des pauvres malheureux qu'on envoie comme ça. Sous des tas de prétextes. Tout le monde souffre. Et après, le jour où on fait des élections, en supposant qu'on ait envoyé tous les Arméniens en Arménie, etc., eh bien, on fait des élections et comme par hasard, c'est le djihad qui prend le pouvoir, démocratiquement, entre guillemets. Il pourra pas. Ah bon? Ces populations ne sont pas toutes musulmanes. Mais c'est l'Occident qui les finance. C'est fini pour qui? C'est fini pour qui? C'est fini pour qui? De talibans. Parce qu'en plus de ça, quand tout à l'heure tu parlais de l'histoire des Kurdes, soi-disant, ils sont en train de faire la part belle. Mais moi, j'ai pas confiance aux Kurdes. Mais attends. Parce que 600 000 Kurdes, attends. moi, je préfère les sauver que les laisser comme ça. Attends. Toi, ici, à Marseille, tu n'as pas confiance aux Kurdes, tu as des raisons. Mais nous, là-bas, sur place, d'abord, le relationnel est complètement différent. Et tout à l'heure, je l'ai dit, je ne sais pas si tu as bien entendu, j'ai dit que les populations sur place, il y a énormément de grands-mères, de grands-pères qui sont arméniens. Donc, quand toi tu parles des Kurdes, ou quand d'autres parlent des Kurdes, de quels Kurdes on parle? Je ne dis pas qu'il n'y a pas que... Il y en a des Kurdes, mais il y a aussi beaucoup... Là, tu parles du problème... En France, ça existe. On l'a vu en Yougoslavie, d'accord? Oui. Ils sont tous mélangés. Le jour où mais justement, ça a éclaté, il y a des enfants qui se sont retrouvés avec les mères croates, ou bosniaques, ou serbes et tout ça. Oui. Quand ça a éclaté, ben, ils se sont... Est-ce que dans les témoignages que tu as eus, là, est-ce que dans les témoignages que tu as eus, à un moment donné, on a parlé des Kurdes, ceux qui ont compris. Est-ce qu'à un moment donné, on a parlé d'une tension arméno-kurde? Ah non, attends. Parce que les Kurdes, en 1905, ça fait même... Non. Tu sais très bien qu'on connaît bien l'histoire, vous savez très bien qu'on la connaît bien. Mais aujourd'hui, je vous le répète, c'est pas seulement avec les Kurdes, c'est même avec les Arabes, il y a une complémentarité, il y a une très forte, et je ne parle pas des djihadistes, hein, ou je ne parle pas de ceux qui convoitent le bien des autres, mais il y a une cohérence qui est en train de se mettre en place. Elle va peut-être éclater, cette cohérence. Peut-être que de toute façon, ils vont faire les choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et tu oublies ma coordination diplomatique qui travaille tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait alors pour être là-bas? C'est fini aussi, on part quand même. C'est fini. Si c'est fini, moi je le dis aujourd'hui, je suis enregistré. Si c'est fini pour les Arméniens de Syrie, c'est fini pour tout le reste. Parce que c'est une question de mental. C'est une question de mental. Si nous, on n'est pas capable de résister pour protéger nos populations en Syrie, on pourra les protéger nulle part parce qu'on n'aura plus ce qu'on avait il y a 20 ans. On aura tout perdu. Parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais accepté les Azadamar qui a 20 ans. Ils n'auraient jamais accepté ce qui se passe là. Vous vous rendez pas compte ce qui se passe? C'est pas ce qui se passe, c'est pas le fait. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas ça ce qui se passe le plus grave. Ce qui se passe, c'est le fait que si on perd en mental, on perdra sur tous les plans. Vous verrez. Et très rapidement. Je ne le souhaite pas, hein.
puisque je suis le premier à défendre les miens. Mais si on perd dans le mental, on perdra partout. Donc, il faut le mental. Monsieur, tout à l'heure, a posé une question. Il a dit, mais si on a des armes, on risque d'avoir plus de problèmes. On perd là dans le mental quand on est comme ça. De la façon que tu penses, il faut aussi leur envoyer des armes. Il faut, voilà, il faut une solidarité des Arméniens du monde entier pour aider nos populations, comme on l'a fait en Artsakh. Et si on n'est pas capable de le faire maintenant, parce que ça c'est un test énorme, on ne le fera pas plus pour le Karabakh si demain il arrive quelque chose. Sachez-le ça. Faut pas. Moi, je suis très bien placé pour savoir et les Arméniens de Syrie, ils bougeront, vous croyez, le petit doigt après ce qu'ils ont vécu? Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe? J'ai dit que c'est un problème de sécurité nationale. C'est-à-dire qu'on est en train, le phénomène de déplacer par avion les Arméniens, de les envoyer, tout ça, on est en train de nous lapider mentalement. On nous enlève nos capacités résistantes. Et pourquoi? Parce que, alors voilà pourquoi. Parce que je dénonce une complicité de démantèlement, justement, du peuple arménien. On est en train de vivre une autre phase génocidaire. Et je la dénonce ouvertement et en public. Et de cette façon-là, on préservera que quel type d'Arméniens on va préserver? Les gens qui vont partir et qui vont aller vivre à l'étranger. Il n'y aura plus, on va dire, après avoir reconstitué une Arménie et un Artsakh, après avoir résisté, on est en train d'attaquer cet esprit de résistance et on fait croire aux Arméniens qu'on va les sauver en les déplaçant, en les déracinant. Et en plus de ça, de leur terre. C'est nos terres. Il ne faut pas oublier. Encore, c'est très important. Le fait qu'on déplace nos terres d'origine, ça veut dire que les Arméniens, si se perçoivent dans le monde entier, on oubliera toute notre capacité. On vit un phénomène très grave. Et le problème, je l'ai dit, et grâce à toi, ça nous a permis de mettre le doigt dessus, c'est qu'on tape le mental. C'est-à-dire la capacité de l'Arménien à résister pour son peuple. Mais ici, on est devenu un folklore. Oui, On est plus que folklore. oui, mais nous l'avons bien voulu. Nous le voulons bien. C'est-à-dire que nous alimentons notre propre folklore. Hein? Et je vous le dis, si c'est pour revenir sur la question de l'anniversaire du génocide en 2015, il faut arrêter là-dessus. Il faut arrêter. D'autant plus, et je le dis ouvertement, ce sont les mêmes types d'organisations qui nous ont massacrés en 1915, qui aujourd'hui, en 2015, organisent un centenaire. C'est incroyable. Et en plus, on va les suivre. Hein? C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. On devrait stopper tout ça. Si on s'aime un peu. Il faut s'aimer un peu. C'est une question... en fait... Moi, j'ai la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance, c'est de rencontrer des gens extraordinaires. J'étais en Artsakh, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai été dans nos régions, là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est-à-dire, je rencontre des gens extraordinaires, ça existe. C'est-à-dire, des gens, c'est quoi des gens extraordinaires? Des gens qui veulent qu'on s'en sorte, quoi. Voilà. Je ne suis pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des milliers et milliers d'Arméniens qui pensent comme vous. Mais ils ont besoin qu'on soit à côté d'eux. Ils ont besoin d'un déclic, de quelque chose. Pourquoi j'ai prévenu, moi, les Arméniens d'Alep au mois d'août? Aujourd'hui, ils sont tous... Il y en a qui sont en train
d'être dans des difficultés donc, nutritionnelles. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai prévenu les gens, j'ai dit attention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des instances chez nous qui font que ça se passe comme ça, qui ont une part de responsabilité. Nous, je vais vous dire, tout est enregistré. Tous mes discours sont enregistrés, sont diffusés à travers la planète. Et bien moi, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez avoir, on peut avoir la conscience tranquille, et bien même si on peut l'avoir, nous, la conscience tranquille, parce que on a prévenu, et parce qu'on se bat tous les jours pour essayer de faire avancer, on n'aura pas la conscience tranquille, parce que les gens qui souffrent, eh ben, c'est une partie de nous-mêmes qui souffrent. C'est nos familles. Les gens de là-bas sont nos familles. Les gens d'ici, c'est pareil. Donc, je vous invite à taper du poing sur la table, à participer à toutes les réunions intracommunautaires, à taper. Il y a des réunions qui se passent dans 2 jours sur Marseille, qui vont, réunion du parti Tashtag Soutioun où ils vont parler de la Syrie, réunion à la JAF où ils vont parler de l'Arménie. Je vous invite à taper du poing sur la table, parce qu'on est en train de vous laver le cerveau là. Il faut arrêter tout ça. Ça suffit. Il faut expliquer les gens. Il faut leur dire, ça suffit. À cause de notre manque de solidarité, à cause de notre dispersion, des gens payent de leur vie. Aujourd'hui, si on ne peut pas les aider, ils meurent, eux. Parce qu'ils n'ont pas d'État. Avant, il y avait l'État, il y avait le gouvernement, il y avait le régime qui un petit peu les prenait en charge. Mais nos populations, comme elles n'ont plus rien, parce qu'on les a habituées à plus rien avoir, c'est pour ça que nous, on a constitué un conseil national, pour essayer de donner un petit peu, de montrer qu'il y a des référents. Si demain, vous voulez travailler à ma place, je ne suis pas assis sur cette chaise pour longtemps. Moi, je préfère, à la limite, être sur le terrain. Donc, comme on manque, à nous, comme on manque de référents, nos populations ne savent pas quoi faire. Il n'y a personne pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire là-bas à Alep. Il n'y a personne. Donc, comme ils ne savent pas quoi faire, ils sont là, ils attendent, l'hiver approche, il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans une situation où, comme il n'y a pas, comme on nous coupe les têtes, c'est-à-dire, s'il y a quelques personnes d'entre nous qui commencent à lever la tête, hop, on va les couper. Parce qu'il ne faut pas de tête. Il ne faut pas que les Arméniens puissent s'organiser. Et qui fait ça? Des gens à l'intérieur de nous. C'est pas l'extérieur. C'est pas les Turcs, je vous dis. C'est pas non plus les autres. La France, elle m'a jamais rien fait. Elle nous a empêchés de travailler. Elle a reconnu l'existence d'une assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale. C'est quand même pas la France qui nous gêne. Ce sont des gens à l'intérieur qui nous boudent comme des gamins. Ils nous boudent. Sauf que tout ça, c'est en vie humaine qu'on le paye. Je l'avais déjà dit, et je le dirai toujours. Chaque erreur, le fait que les Arméniens ne soient pas unis, réunis ou solidaires, on le payera en vie humaine. C'est ce qui s'est... En Alsace, on a su être solidaires, je l'ai précisé. Et tout de suite, on a gagné du terrain. Si on se trompe pour la Syrie, c'est une catastrophe. Mais c'est à nous qu'on doit en tenir rigueur. C'est pas aux autres. Hein. Voilà. Vous pouvez vous structurer et vous pouvez convaincre. Parce que c'est avec votre conviction que vous pourrez convaincre les autres. Que les autres comprennent
qu'on peut réussir, on peut arriver à atteindre tous nos objectifs, sauf que il faut qu'on soit ensemble. Ensemble, on peut y arriver. Séparément, c'est très très difficile. Nos amis vous disent, pourquoi vous dites, vous avez réuni de l'argent, vous avez envoyé des sommes d'argent énormes, pourquoi vous ne nous aidez pas? Qu'est-ce que nous, on vous a fait de mal? Pendant le tremblement de terre en Arménie, on s'est tous défoncés. On a travaillé jour et nuit pour pouvoir envoyer des marchandises, alors qu'à l'époque, c'était l'Union soviétique quand même, hein, mine de rien. Et on a réussi à faire des choses extraordinaires. Mais les gens mouraient de froid. Pourquoi aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de... Au-dessus de nous, il n'y avait pas... L'Arménie n'existait pas encore. Enfin, je veux dire, on est en situation actuelle. Donc... Alors, sur le terrain, vous voyez qu'on travaille sur le terrain jour et nuit. On peut avoir des marchandises. On peut en avoir. Moi, je peux faire venir de différents endroits des marchandises. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on a besoin de moyens financiers. On peut s'organiser, on peut tenir, au moins qu'on tienne l'hiver. On peut s'organiser, on a toutes les possibilités. Ceux qui vous disent que les Arméniens ne peuvent rien faire, ce sont les premiers des menteurs. Pourquoi? Parce qu'eux ne peuvent rien faire. Parce qu'ils n'ont pas les structures que nous avons sur le terrain. Et même les gens sur place n'ont pas ces structures, hein, parce que le rapprochement des communautés, ça vient de nous, hein, parce que ça ne vient pas des gens sur place, parce que les gens sur place, ils pensent comme notre ami. Ils disent, oh là là, non, c'est pas une critique que je fais, hein. Ils disent, oh là, les Kurdes, avec ce qu'on a subi, ils ne savent même pas que chez les Kurdes, il y a des Arméniens. Eux, ils ne savent pas sur place. Donc, ils vont plutôt vers les chrétiens. Mais, justement, c'est les approches, les choses sont complètement différentes quand tu es sur le terrain. C'est complètement différent. Au moins, préserver une solidarité des peuples. Ça, c'est le plus fondamental. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des liens, non? Il faut qu'entre les gens, il y ait des liens. Mais non! Mais non! Parce que si j'attends après les Arméniens, les autres là-bas, c'est fini. Heureusement que j'attends pas après les Arméniens. Mais non! Parce que les Arméniens, eux, ils nourrissent les idées des étrangers. Ils s'appuient sur les idées des étrangers. Ils s'appuient sur tout ce qui s'infiltre chez nous et qui nous divise. Ils s'appuient sur des ambitions personnelles de responsables communautaires, des petits gens qui jamais y mettraient les pieds sur le terrain. Jamais eux-mêmes n'iraient aider, même en Arménie ou même au Khalava. Ça se saurait, hein, si les dirigeants communautaires avaient été au moment où on a besoin d'eux. Jamais on a des gens comme ça. On a des gens qui restent, qui font du journalisme ou qui font de la politique et puis qui essayent d'utiliser vos voix pour essayer d'avoir une bonne place dans la société française. Voilà le niveau. Et c'est sur ces gens-là qu'on va s'appuyer pour défendre nos droits. Non, on est complètement... C'est déraisonnable. À la limite, il vaut mieux traiter directement avec les politiques français. Traiter directement avec eux. Pourquoi on a besoin, à chaque fois, de sortir comme ça du chapeau une silhouette? On a des droits incroyables. Ensemble, on est fort, séparément, on est faible. Voilà. Le fait que maintenant l'Arménie soit un État, l'Arménie moderne sera plus difficile d'ailleurs à cet État. Alors,
quelque part, ils se disent, maintenant qu'on a l'État arménien, il dit que ces populations, et dans un sens, dans l'esprit des gens, ça se discute. Alors, jusqu'à présent, les efforts ont été faits, comme vous avez dit, les soviétiques. Maintenant qu'il y a l'État, et qui sont d'accord sur la vision, la même vision que l'URSS, les Russes, la Russie, on ne comprend pas qu'ils n'aident pas et qu'ils n'aident pas, du moins, ne serait-ce que par le réconfort, et qu'ils n'aident pas la voie. Et nous, on est derrière cet état-là, justement, pour appuyer quelque chose, et on est là, vous me dites, on fait rien, il faut faire, oui, mais on s'applique un peu derrière cet état-là, pour qu'il fasse quelque chose. Il n'y a rien qui se fait. Et nous, on est là, on attend que l'État fasse quelque chose. Non, mais ça pose un problème. Il ne faut pas attendre. Parce que c'est à nous de Il faut prendre pas en attendre. charge. On a un État, je veux dire, Mais Mais on n'a pas d'État. Mais on n'a pas un État. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Alors, on n'a plus d'État. On n'a pas mais, d'État. cet État, il fait quelque chose, mais... Allez expliquer ça. Non, mais attendez. Regardez la position, par exemple, de la Russie. Mine de rien, c'est une position qui revendique une solution pour les populations ethniques et confessionnelles avant de décider d'un changement de régime. C'est une position, c'est la position russe. L'Arménie aurait pu avoir une position presque équivalente ou identique. Mais on n'a rien Ils se prononcent entendu. pas. Ouais. Parce que c'est un État, avant de prononcer quelque chose, il faut qu'il Et consulte avec les États-Unis, avec Europe. alors, nous, moi j'ai aucune, je m'occupe pas de la politique intérieure de l'Arménie orientale, puisque je m'occupe de notre politique à nous. C'est un paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe. Nous, on a l'État d'Arménie occidentale, même s'il est occupé, ça ne veut pas dire pour ça que la structure d'État ne se met pas en place. Même s'il faut des années de travail, de toute façon, vous savez très bien que les Arméniens, ce ne sont pas le travail qui leur fait peur. En tout cas, je parle des Arméniens d'Arménie occidentale, excusez-moi de le dire. Donc, peu importe combien de générations va travailler sur la remise en état de l'Arménie occidentale, le travail va se faire. Aujourd'hui, je vous assure que il y a un début de prise en considération. Ne croyez pas que ça soit vis-à-vis des autres États. Vous croyez qu'on est complètement isolé? Et absolument pas. Il y a des gens qui s'intéressent. Il y a d'autres États qui s'intéressent à nos positions, y compris la Turquie. Et en premier lieu la Turquie, principalement. Directement concernée. Et en premier lieu l'Arménie orientale, en second lieu, elle aussi directement concernée. C'est pour cette raison qu'ils ont mis en place un ministère de la diaspora, parce que le ministère de la diaspora, il n'existait pas avant que nous, on existe. Tout se passe comme vous dites. Moi, dans le passé des Turcs, je me fais une mauvaise âme. Non, parce que les Turcs ont aussi d'autres soucis. Actuellement, beaucoup plus... Ça sera un souci, ça vous Oui, mais ils ont d'autres soucis et actuellement beaucoup plus graves, beaucoup plus importants, pas graves, mais beaucoup plus importants que celui de l'Arménie occidentale. C'est le souci des populations sur place actuelles qui ont du mal à vivre sous ce régime. Donc, si vous voulez, effectivement que pour l'État turc, on pose un problème. Mais il faut savoir que le levier de l'État turc, c'est quand même les communautés arméniennes sur place.
C'est-à-dire que... et puis c'est aussi comment nous, on aborde le problème des populations autochtones d'Arménie occidentale. Quels sont les dossiers qu'on présente à l'ONU? Et pour le moment, on obtient des résultats assez intéressants. Parce qu'on avance pas par pas. Vous êtes quand même au courant que tous les biens des Arméniens sont actuellement rendus aux différentes fondations arméniennes de Turquie. Je veux dire, il y a 10 ans de ça, jamais vous auriez pu croire une chose pareille. Vous savez bien qu'à Diyarbakır, il y a des écoles arméniennes qui sont en train de se mettre en place. Vous croyez qu'en Arménie occidentale, on aurait pu, il y a 10 ans, à peine penser qu'il y aurait eu des cours d'arménien en Arménie occidentale? Jamais de la vie. D'ailleurs, les gens qui dirigent la communauté ici se moquaient de moi en disant, mais face au mur, on verra bien ce que tu vas faire. C'est-à-dire que pour eux, c'était quelque chose. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les choses, elles avancent. Actuellement, cette année, il y a plusieurs rendez-vous avec des instances internationales qui sont donc programmées et qui, petit à petit, en fonction de la façon dont on présente la chose, peuvent être aussi acceptées par les différentes parties. L'important pour nous, c'est de progresser. Puis de toute façon, on a choisi la voie juridique. Hein. J'ai aussi une annonce à vous faire officielle. Parce que vous devez savoir ça. C'est que l'Arménie orientale et la Turquie, ensemble, avaient décidé que la ville d'Ani soit inscrite à l'UNESCO. Alors, je tiens à vous dire que nous étions contre. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que si l'Arménie orientale, si la Turquie décide d'inscrire Ani à l'UNESCO, elle inscrira sur le territoire turc, en tant que patrimoine arménien peut-être, mais sur un territoire turc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon indirecte de reconnaître de la part de l'Arménie orientale les protocoles, d'application des protocoles signés en 2008. Et pour la Turquie, c'est de statuer sur ses frontières. Eh bien nous avons décidé. Alors là, le document il fait 177 pages. De faire donc une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme sur la ville d'Ani, en demandant donc la restitution de la ville d'Ani à l'Arménie occidentale, à nous. Donc voilà, il y a un travail énorme qui a été fait. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un livre qui n'existe pas. Un travail énorme sur la ville d'Ani et sur les vestiges de la ville d'Ani. Voilà votre Conseil national, à quoi il passe son temps. Alors là aussi, ça peut, bien entendu, que ça va faire bondir beaucoup de gens. Et il suffirait que, en fait, que la procédure s'enclenche comme elle s'est enclenchée pour Djoura, je le rappelle. Parce que la procédure pour Djoura n'est pas encore finie. Ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր մասնակիցներին, առաջերտին Ամենակ Աբրահամյանին, բոլորս ճանաչում եք Ամենակ Աբրահամյանին, երևի չավելացնեմ ամեն անգամ, բայց շատ շնորհակալություն Ամենակ, որ քո ժամանակը
Parce que nous sommes des gens libres. Nous avons la liberté de penser et nous avons la liberté de travailler pour le bien de notre peuple. Eux, ils ne sont pas libres. Je voudrais remercier nos enfants, je voudrais remercier Mardios pour le travail qu'il accomplit et puis pour le soutien qu'il m'apporte, qui nous apporte. Et j'aimerais pouvoir vous inviter donc au verre de l'amitié pour finir et clôturer notre petite conférence aujourd'hui.